Bienvenue ici à Boycon, à 120 km environ de Cotonou, sur les traces d'un personnage public qui occupe de plus en plus la scène médiatique, qui empoigne des sujets délicats, des questions d'enjeux, tant et si bien qu'il intrigue, il questionne, il interroge. Il arpente les terroirs de commune en commune dans une quête de proximité avec les citoyens pour tenter de capter leur quotidien, pour s'en faire l'écho auprès des décideurs. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, si vous n'avez pas deviné encore de qui il s'agit, je sais que vous posez la question à bon droit. Eh bien tiens, voilà, je vois entrer en scène sa voiture de fonction. C'est M. Conrad Gbagidi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Eh bien, on a décidé d'aller à votre rencontre ici à Boycon. Vous avez posé vos valises. C'est sur le plateau de circonstances, ici installé, délocalisé à Boycon, où vous attendent des citoyens que nous avons mobilisés, ainsi que mon alter ego Eric Guédénon de Canal 3, eh bien, qui nous attendent pour ensemble vous interroger sur votre bilan 6 mois après. Eric, merci Osias. Je vous l'ai amené. Bonjour, monsieur le président. Avec plaisir. Bonjour, monsieur Guédénon. Comment ça va? Installez-vous. Merci. Merci de vous recevoir. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau délocalisé dans l'esprit du CES lui-même, aujourd'hui déconcentré à travers tous les départements du Bénin. Nous allons, Monsieur le Président, chercher à en savoir un peu plus au suivre des dernières activités sur le terrain avant de remonter au cœur du CES, visiblement en pleine transformation. Le plateau sera aussi interactif avec les citoyens ici mobilisés. Ils sont venus d'un peu partout de la ville de Boycon. Chers participants, bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du président du CES. Monsieur le Président, ils vous poseront des questions, sans doute aussi des préoccupations personnelles, en tout cas liées à la vie de votre institution. Et pour planter le décor de cette émission, Monsieur le Président, vous avez lancé sur vos plateformes digitales un débat sur les questions de violence basées sur le genre. Certains internautes ne vous pardonnent pas du tout d'avoir simplifié la question de l'infidélité de la femme dans notre société. Nous allons suivre, Osias, cette séquence vidéo dans laquelle le président du CES annonce au public sa descente sur le terrain pour aborder le sujet. C'est fini désormais au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme, tout simplement parce qu'elle est allée voir dehors. D'ailleurs, autre chose, qu'est-ce qu'on dit à une jeune fille qui a été violée et qui est enceinte? Doit-elle garder la grossesse ou doit-elle avorter? Nous allons faire une tournée. Le CES va passer dans tous les départements du Bénin pour qu'on en parle. Rendez-vous à Savalou, à Boycon, Porto Novo, à Zové, à Parakou, à Kandi, à Djougou, etc. Nous allons passer dans tout le Bénin pour en discuter avec vous. Mais on commence déjà dès ici sur Internet. Donnez-moi votre avis, des lois existent. Qu'est-ce que vous en pensez? De vous à nous, qu'est-ce que vous recherchez en lançant un tel débat sur Internet? La recherche, elle est simple, c'est faire notre travail au Conseil économique et social. Il est clair que tout le monde n'a pas encore compris que l'une des prérogatives du Conseil économique et social consiste à aller expliquer les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et donc du coup permettre à la population de pouvoir non seulement s'en imprégner, mais également réagir. Parce qu'on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Encore faut-il que ceux qui n'ont pas la facilité de pouvoir accéder au texte puissent être informés. Et c'est l'une de nos prérogatives, on compte la remplir pleinement. Mais attention, quand on dit il est interdit de frapper une femme qui est allée voir dehors, on n'a jamais dit qu'il est autorisé d'aller commettre l'adultère, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme. Et donc je pense que nous avons demandé le débat, il se fait, c'est une très bonne chose. C'est ça aussi qui fait avancer les sociétés, c'est important. Autant l'adultère en fait que toutes les situations critiques qui peuvent survenir dans un couple, en fait, votre état d'esprit c'est de dire, et de la loi, me semble-t-il, c'est de dire il vaut mieux régler ça en bonne intelligence, suivant des règles
voilà, juridique établi s'il le faut, mais surtout pas attenter ou toucher à l'intégrité de l'un ou l'autre d'ailleurs des membres du couple. Mais vous voyez, par exemple, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Parce qu'il y a aussi des histoires assez rares, mais des hommes qui sont battus, hein, proprement. Bon, Oui, enfin. oui. Alors je vais vous partager une histoire. Ça va concerner une femme, mais si vous en avez par rapport à un homme, je veux bien qu'on l'écoute. Mais vous savez, quand on voit que un homme qui, lorsque sa femme s'est absentée, reçoit une autre femme à la maison, et la femme, son épouse revient plus tôt à la maison, s'aperçoit qu'il est en train de faire une activité qui n'est pas forcément celle qui devrait être la normale dans le couple et dans le lieu, elle se met à se battre contre la dame qui est présente avec son mari. Et le mari n'a trouvé rien d'autre à faire que de frapper sa femme parce qu'elle l'aurait offensé. Comment tu peux me reprocher de ramener quelqu'un ici? C'est chez moi, je suis chez moi. Et d'ailleurs, tu es mal éduqué. Je vais te laisser des traces pour que plus jamais tu ne reprennes cela et que tu aies dit à tes parents que tu as fait des bêtises. Donc elle prend le visage de la femme, qu'elle gratte contre une brique, d'accord, pour lui marquer le visage de traces indélébiles. Et donc les parents qui viennent, je peux vous dire qu'ils n'ont trouvé rien de mieux, les parents de la femme n'ont trouvé rien de mieux que de condamner la femme pour n'avoir pas été correcte vis-à-vis de son mari. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à interroger dans notre pays pour qu'on avance avec une certaine prise en compte de chaque individu, quel que soit son genre. Ce débat-là qui est lancé, il est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on débat, c'est la société qui évolue. Donc allons-y sans invective, mais mettons les choses sur la table. C'est une loi qui existe, le CES ne vote pas les lois, mais le CES l'explique. Et je l'explique avec beaucoup de volonté parce que je suis un citoyen engagé et je me permets de faire mon travail avec l'ensemble de mes conseillers, que ce soit au plan départemental qu'au plan national. Nous allons faire ce travail-là et informer les citoyens que ce genre de choses n'est plus autorisé. Alors, on se focalise sur la question de l'infidélité, mais c'est toute violence. Toute violence, c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas seulement l'infidélité. En tout cas, vous l'avez promis, le débat va se poursuivre dans nos localités puisque vous irez à la rencontre de nos concitoyens. Mais déjà, pour les retours que vous avez, comment vous les appréhendez? Eh c'est de très bons retours. Nous avons la toile qui est inondée de réactions. Chacun prend un bout de ma phrase et met sur sa page et tout de suite à des milliers de vues. C'est bien pour eux, mais c'est surtout bien que le débat se fasse comme j'ai dit. Donc moi, je suis très content que ça soit pris, pas dans le sens du sensationnel, mais dans le sens de l'éveil, que les gens se disent, mais il se dit quoi? Et tous ceux qui, au départ, ont dit, mais il est en train de faire la promotion de l'infidélité, vont finir par se dire, en réalité, c'est pas mal ça. En fin de compte, nous comprenons que lui, il a dit pour lui, il est parti, mais si je fais une bêtise, la loi est là, elle m'attend. C'est ça qui est important, c'est ce que nous visons. Osias, nous allons aborder notre volet de notre émission. Monsieur le Président, les 6 premiers mois passés à la tête du CES vous inspirent quoi? J'ai envie de dire que le sentiment premier, c'est celui de la responsabilité. La responsabilité, donc de pouvoir porter la voix de la société civile, accompagner toutes les actions de cohésion sociale, faire en sorte de contribuer à la paix dans le pays est vraiment quelque chose de c'est très fort. Un deuxième sentiment qui est celui j'allais dire de la fierté. La fierté de pouvoir donner une nouvelle image à cette institution, fort des actions et de l'implication de l'ensemble des 117 conseillers que nous sommes. Je pense que c'est une fierté. Et enfin, je peux dire qu'il y a également ce sentiment-là de l'engagement. Nous avons une mission pour la nation et donc du coup, il faut être conscient de cela et avoir l'engagement nécessaire. Vous avez évoqué le sentiment de fierté, sans doute de vous prêter à l'écoute des citoyens, d'aller plus près de leurs conditions de vie au quotidien. D'où la question, est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'avoir été utile et d'être utile dans cet exercice-là? Alors, j'aime bien la dernière séquence d'être utile. Avoir été utile, si vous me mettez déjà au passé. Non, c'est bon. Je viens de commencer. Monsieur rectifié. Je pense que nous venons de commencer. Absolument. On ne peut pas encore créer satisfecit, mais nous pouvons peut-être constater que les objectifs que nous nous sommes donnés en 3 séquences qui consistaient d'abord à se faire connaître, là, je pense que nous avons quand même quelques retours qui nous permettent de dire que le CES maintenant est relativement connu.
au niveau de tous les citoyens béninois, en tout cas une bonne partie. De l'autre côté, on s'est donné aussi l'objectif de pouvoir s'assurer que nos concitoyens savent quels sont nos rôles dans la société. Et là, par exemple, l'explication des lois, ce n'est plus approuvé. Nos concitoyens sont au courant. Le fait de pouvoir faire des propositions au chef de l'État, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, c'est également quelque chose qui commence à être connu. Donc, nos attributions sont de plus en plus connues. On se pose la question de savoir, mais est-ce que ça impacte? Est-ce que ça impacte? Je vous rappelle que dans notre première émission de réédition des 100 premiers jours, nous avions évoqué le sujet, ou du moins une dame sur le plateau nous avait fort heureusement confié l'expérience qu'elle avait eue du fait qu'entre notre premier passage et notre deuxième passage, tout ce qu'elle a exprimé comme attente a été réglé. Et nous avons de plus en plus ces témoignages-là par nos départements, par nos rencontres sur le terrain. Et donc, on pense qu'on est dans la bonne voie, je dirais, et nous n'allons pas nous satisfaire de cela, nous allons continuer, parce que nous avons encore une dizaine de mois devant nous pour faire le travail proprement et faire en sorte que plus jamais cette institution ne soit, on va dire, mise en doute par rapport à son utilité. On va visiter, si cela ne vous dérange pas, cher Eric, monsieur le président du Conseil économique et social, vos descentes sur le terrain. Quelques bouts de séquence où vous étiez à Bokombe, à Sansoro, à Tchaourou et à Savalou, si ma mémoire est bonne, en complicité avec la régie. On va visiter justement vos rencontres avec les citoyens, les échos qui en sont sortis. Dans sa mission de proximité, le Conseil économique et social se déploie depuis quelques jours sur le terrain. Du nord au sud, l'institution va à la rencontre des populations. Une tournée qui illustre la vision d'un CES rénové, résolument tourné vers l'écoute, le dialogue et l'action. À Savalou, Conrad Gbagidi a rencontré plus de 500 jeunes présents au Camp Forum, mouvement d'action des jeunes. Au cœur de leurs échanges, comment renforcer leur compréhension des institutions et leur implication dans le développement de leur territoire. À travers l'intervention du président, moi j'ai compris réellement la mission du CES, d'aller en fait vers les populations afin de leur expliquer l'importance des lois votées à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une meilleure compréhension en fait de ces lois-là. On a eu des discussions assez riches avec le président du CES et c'est le plus important pour nous. Ils ont désormais une nouvelle référence qu'est le président du CES. Même dynamique ici à Tchaourou. Devant une jeunesse tout aussi mobilisée, le président du CES rappelle l'importance d'un partenariat étroit entre jeunes et institutions pour bâtir un avenir commun. Vous voulez gouverner, vous apprenez des choses, mais la vraie pratique n'est-elle pas celle qui vous permettrait de comprendre les programmes de développement communaux qui consistent à aller suivre ce qui se passe dans les conseils communaux pour interpeller vos élus dans chacune des communes, quand vous allez vous battre, si vous dites c'est parce que c'est moi le maire des jeunes qui doit être positionné et pas l'autre, ce n'est pas un bon esprit. Ça ne doit pas forcément être pour vous ce que vous construisez, mais c'est pour la communauté, c'est pour le pays. Au service de la République et de sa jeunesse, le Conseil économique et social s'intéresse aussi aux préoccupations des femmes. Ici, à Bokombe, ce sont les femmes de l'UFEDEB Nieta, spécialisées dans la transformation de produits agricoles, qui ont accueilli la délégation du CES. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, ce geste de proximité apparaît comme un souffle d'encouragement et de solidarité républicaine. Nous sommes venus ici parce que notre mission, c'est de venir expliquer les lois aux populations, d'accord, et connaître leurs besoins, histoire de pouvoir rendre compte aux autres institutions de la République et le chef de l'État également. Dans ce travail-là, on ne peut pas venir ici sans venir vous dire que nous aussi on est là avec vous. La solidarité de la République s'affirme aussi au front, au plus près des forces de défense et de sécurité. Comme ici, à Sansoro, où le commissariat de police a subi des attaques. La République est là, et avec vous, sachez-le. Nous sommes tous avec vous, on est derrière vous. D'accord? Du courage pour vos actions, et afin que nous puissions donner un peu plus de sérénité à nos populations. De Savalou à Tchaourou, de Tchaourou à Bokombe, la démarche est claire.
rapprocher l'institution des citoyens, soutenir les initiatives locales et valoriser les acteurs de terrain. Monsieur le Président du Conseil économique et social, on vient de voir votre immersion au cœur des citoyens dans les terroirs locaux. Vous avez profité justement de cette descente sur le terrain pour aller rendre visite aux forces de défense et de sécurité qui se battent contre la menace terroriste dans les zones rouges. Quel est le message derrière cette descente? Écoutez, cette visite était très importante parce que nous arrivions à Kandji le lendemain d'une attaque ignoble et terroriste qui avait eu à Sansoro, donc à quelques kilomètres du chef-lieu du département de la Liborie. Nous sommes une institution de la République. Comment ne pas être attentif à ce qui s'est passé là, juste la veille ou l'avant-veille? Comment ne pas aller manifester notre solidarité? Et le Bénin, dois-je le rappeler, est une nation unie et indivisible. Les forces de défense et de sécurité, notre armée, la police républicaine et toutes les autres forces constituent un bouclier pour cette nation-là que nous sommes. Et de l'autre côté, on a la communauté locale qui est le cœur même de cette nation-là et qui donc est présente et résiliente. Elle constitue donc du coup le cœur de la nation. Quoi de mieux que pour une institution de la République dans ces moments-là, d'aller leur dire que elles ne sont pas seules et que leur résilience, nous l'encourageons, nous travaillons, la République travaille pour que tous ces efforts ne soient pas vains et que jamais un seul centimètre carré de notre pays ne soit laissé à l'ennemi. C'est ça le message qu'il fallait porter. De l'autre côté, c'est vrai que je ne dois pas vous cacher que lorsque je vois dans la presse qu'il a été écrit que le commissariat de Sansoro a été totalement consumé par une attaque terroriste et que le préfet me dit à l'arrivée qu'il n'en est pas le cas, j'ai envie d'aller aussi demander à quelques acteurs de notre presse nationale qu'il faut un peu de patriotisme dans leur approche et que lorsqu'on dit des choses aussi fortes, il faut prendre le soin de le vérifier. Donc c'était aussi un autre message pour appeler donc, nos concitoyens qui sont vos collègues, bien entendu. Alors je ne parle pas à la SRT Béniac à la 3, je parle de manière générale. Certains qui prennent leurs plumes et qui les déploient un peu vite, sans trop de contrôle, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale, il faut faire attention. Il ne faut pas nous créer des histoires. Mais cependant, pour ces descentes que vous avez multipliées à Boukoumbe, Sansoro, Tcharou, Savalou, qu'avez-vous appris concrètement sur le terrain? Alors, ce qu'on apprend sur le terrain, vous savez, on a aujourd'hui, les choses ont changé, comme je le dirai jamais assez. Nous avons désormais tous les dossiers que nous traitons au Conseil économique et social qui portent un visage, qui reflètent des causes des familles, qui sont parfois des détresses ou alors beaucoup d'espoir. Notre présence sur le terrain nous permet de voir cela et donc du coup, nos dossiers reflètent donc ces réalités-là que je viens de citer. C'est à partir de là que nous allons arriver à dire que nos travaux utilisent une matière première qui est la réalité de nos populations. La matière première de notre travail, c'est les réalités de ces populations-là. Et c'est parce que nous sommes près d'elles et que nous allons les voir que nous avons justement cette matière première qui est pure. Et c'est ce qui nous permet donc du coup d'avoir des préconisations qui ne sont pas des inventions de bureau, mais des réalités terrain. Voilà donc ce que je pense que ça nous apporte au niveau de nos actions au niveau du terrain. Parlant de la captation justement des situations sociales, économiques des populations à la base, en se rapprochant d'elles de plus près, les djihadistes exploitent parfois la misère des jeunes, leur inoccupation pour les recruter. Donc il est important aussi de créer de l'activité pour fixer les jeunes à des occupations et sur le terroir aussi, parlant d'espoir et d'espérance,
pour qu'ils en aient à travers de l'activité au plan local et ne soient pas objets justement de proies faciles. Je crois que le gouvernement est dans ce sens et le CES, je parie aussi. Le CES dans ce sens-là, il faut savoir, donc peut-être dois-je préciser que le gouvernement est dans un rôle exécutif, donc qui applique un programme du gouvernement pensé par le chef de l'État. Donc dans ces pratiques-là, il y a des mesures qui existent, qui sont mises en place au quotidien. Notre rôle étant celui de l'observation du Conseil et de la cohésion nationale, nous sommes effectivement dans une capacité à pouvoir identifier certaines causes, si elles ne l'étaient déjà, qui expliquent la fragilité dont relèvent nos jeunes dans les territoires, des jeunes par exemple qui sont capables d'aller vendre du carburant à des djihadistes, ne sachant pas que ce carburant va servir à remplir les motos de ces djihadistes pour venir tuer leurs parents ou des proches. Donc ça, c'est des approches qui sont vraiment délicates, sur lesquelles le travail a déjà démarré. Nous, notre rôle, comme je le dis, j'insiste, est de pouvoir identifier tous ces leviers-là pour aller dialoguer, dire aux gens, vous pouvez parler, vous êtes dans la République, vous êtes comme nous tous et nous pouvons avancer ensemble pour protéger vous-même, vos familles, votre quartier et l'ensemble des concitoyens. Mais je ne peux pas aller plus loin sur l'approche, puisque là, il s'agit de sujets relativement sensibles. Délicats, et il faut laisser à la discrétion du chef de l'État aux préconisations pour qu'il puisse les mettre éventuellement en œuvre. On abordera après, on va tâter de près l'efficacité de vos préconisations en termes de captation par le gouvernement et de prise en compte par le gouvernement pour le bonheur des populations même. Il est important, Eric l'avait annoncé, qu'on gratte aussi votre bilan de plus près au Conseil économique et social. Ça vous a fait en 6 mois 4 sessions extraordinaires. Donc c'est dire qu'il y a des dossiers brûlants que vous avez dû convoquer et une session ordinaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des sujets prioritaires que vous avez convoqués justement à ces travaux-là? La question de la session a fait l'objet en effet d'autosaisine. Les autosaisines, c'est quoi? C'est nous, conseillers au CES, pensons qu'il y a tel ou tel sujet qui semble important et d'actualité. Mais mieux, nous allons écouter les populations pour savoir dans chaque localité quelles sont leurs attentes pour que leur vie soit meilleure. Et donc, ça a fait l'objet de la première tournée que nous avions organisée dès le premier mois de notre prise de service, au mois de mars. Et c'est là où nous avons entendu environ 120 demandes de l'ensemble des départements. Et c'est à partir de ces demandes que nous avons extrait les sujets qui nous paraissent les plus brûlants et qui concernaient globalement l'ensemble du pays. 4 sujets ont été choisis, 4 thèmes. Vous avez évoqué le premier thème, enfin l'un des thèmes, qui est celui donc de la sécurité, notamment donc, du problème de terrorisme. Il y a un deuxième sujet qui intéresse les populations et qui s'appelle la cherté de la vie. Un troisième sujet a été celui donc des conflits agro-pastoraux. Le problème entre les agriculteurs et les éleveurs, malgré la loi qui a été votée à cet effet en 2019. En quatrième lieu, tout ce qui est donc la consommation de nos productions locales. Voilà donc 4 sujets, sachant que nous avions également, en dehors de ces moments-là, il y avait déjà un sujet sur l'économie sociale et solidaire, sur lequel on travaillait déjà par le passé, qui a également été poursuivi. Donc en gros, on aura 5 sujets qui seront bientôt finalisés et déposés, donc présentés au chef de l'État, parce que c'est ce que dit la nouvelle loi. Et donc, voilà les sujets sur lesquels on travaille. Et, voilà. À vous entendre, les citoyens qui sont ici sur ce plateau et ceux qui nous suivent devant leurs petits écrans doivent se dire, ah tiens, chiche, voilà une institution qui est à l'écoute, qui se préoccupe de notre quotidien, de ce qui rend quelquefois la vie difficile, ce qui constitue des menaces et les fait porter aux décideurs. La question derrière, c'est, chiche, après nous avoir écouté, mais comment ils vont réussir à impacter justement, à transformer notre quotidien? Je suis sûr que cette question, beaucoup se la posent. Et si on passait simplement la parole au public, pourquoi pas? C'est peut-être le moment de les entendre et peut-être de poser cette question et pourquoi pas d'autres. En tout Donc, cas, on va vous laisser intervenir. Justement, voilà. N'hésitez pas. Allez-y, monsieur. Voilà. Il y a déjà un volontaire. Moi, c'est M. Baradiale Joseph. Je suis directeur d'entreprise. Je salue l'assistance et je remercie beaucoup le président
pour cette démarche. Merci. Le Conseil économique et social est très actif sur le terrain depuis l'arrivée du nouveau président, bientôt 6 mois ou 7 mois. 6 mois. 6 mois, oui. Bientôt, bon, 6 mois déjà. Ouais. Mais est-ce que le président, avez-vous une quelconque garantie quant à la prise en compte de vos avis et recommandations par le président de la République et l'Assemblée nationale? C'est juste ma question. Je m'en arrête là. Je pense que j'ai déjà eu une question qui ressemble un peu à ça dans la première émission, les 100 premiers jours. Et j'ai envie de dire ceci. Alors, on a la crainte que... Mais vous comprenez pourquoi ça revient? Oui, c'est normal. Et c'est bien aussi qu'on puisse répondre à cela. C'est vrai, lorsque l'institution fait son travail et sert ses attributions, je pense qu'elle peut être vue comme efficace. Si elle est vue comme efficace, elle crée une attention lorsqu'elle formule une recommandation. Parce qu'il faut rappeler, c'est une institution qui est consultative, mais encore une fois, c'est sa pertinence qui va permettre à l'exécutif, notamment au président de la République lui-même, de mettre un intérêt majeur sur les recommandations qu'on fait. Il ne faut pas se tromper. Je crois que le chef de l'État a ses moyens d'avoir le baromètre social du pays. Nous en sommes un complémentaire par nos recommandations. La garantie, c'est, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous faites des recommandations en partant des préoccupations de la population, ça se sent à tous les niveaux, que ce soit l'exécutif, le législatif, etc. Toutes les institutions le sentent, tout le pays le sent. Nous n'inventerons pas des sujets. Donc ça veut dire qu'on est tous acquis à la même cause et à la bonne cause. À partir de ce moment-là, l'intérêt est d'emblée acquis. Mais je vais aller plus loin. C'est le fait, et ce travail-là il m'importe beaucoup, que nous soyons en capacité d'apporter des innovations dans nos solutions. Nous ne sommes pas là pour reprendre des solutions, redire l'existant. Nous allons chercher un peu plus loin. C'est des éléments de garantie que nous avons. C'est-à-dire, donc, en gros, c'est notre action et notre capacité à lier nos décisions au terrain. Et comme je disais, nos dossiers ont désormais un visage, un reflet, celui de la société, celui des populations. Quand la femme, la maman, dans une maison, vous dit qu'elle a du mal à remplir le panier de la ménagère, lorsque vous êtes en train d'étudier un dossier, vous ne l'étudiez pas parce que vous lisez des choses sur Internet ou dans des bouquins et vous mettez ça sur le papier. Non, vous partez de ce problème-là, de cette dame-là, de ce visage-là que vous avez eu, qui vous a assailli de sa problématique, de sa difficulté. Et c'est ça qui, on va dire, transpire dans nos dossiers et qui forcément ça ne peut pas laisser indifférent donc le décideur, le premier d'entre nous qui est le chef de l'État. Donc, c'est des éléments de garantie qui vont avec nos actions, notre efficacité de terrain, et nous devons continuer à le cultiver en restant dans la droite ligne de nos prérogatives, celles qui sont celles du Conseil économique et social. Monsieur le Président du Conseil économique et social, si vous voulez bien, on va écouter la citoyenne qui avait aussi manifesté le désir d'intervenir. Allez-y, madame, présentez-vous. Merci, je suis Emeline Senematenlancha, épouse Ronsou. Je suis journaliste, communicante, linguiste. Et j'interviens précisément dans la session langue nationale Fongwe. D'accord. Monsieur le Président, merci d'être venu à Boycon, ville Carrefour. Merci pour votre détermination, votre proximité avec la population. Merci Alors, beaucoup. Monsieur le Président, 27 février 2025, 27 août 2025, ça fait 6 mois que vous avez pris les rênes du Conseil économique et social. Vos pairs ont fait confiance en vous. Le Président de la République a fait confiance en vous. Et à travers votre explication, j'ai senti une certaine satisfaction morale, une fierté. Néanmoins, je voudrais savoir, 6 mois après, quel bilan vous-même, concrètement, vous faites par rapport à votre gestion. Vous avez un certain nombre d'objectifs à atteindre. Vous vous êtes approprié des difficultés de la population. On le sent à travers votre déplacement. Et vos objectifs à moyen terme, 6 mois après, est-ce que ces objectifs-là sont atteints? Si oui, quels sont vos indicateurs de performance?
Merci le Président. Wow. Merci Madame. La question est directe. On peut l'applaudir ou pas? Et vous êtes challengé, vous en êtes Ah heureux. oui, non, là je vois qu'il y a maintenant une troisième journaliste sur le plateau. Et moi, ça ne me fait pas peur. Merci beaucoup, Madame. Évidemment, vous savez que je ne peux pas me satisfaire de ce que nous faisons, quelle que soit, on va dire, la bonne image que ça peut renvoyer, quels que soient, on va dire, les encouragements qu'on peut recevoir. On se dit toujours qu'on peut toujours performer. Moi, c'est toute ma vie, hein, donc chercher à faire mieux, je ne sais pas faire autrement que cela. Alors, quand vous dites notre bilan sur 6 mois, je l'ai déjà dit, au 6e mois, et je rectifie la date, c'était le 26 février que j'ai été élu et pas le 27. Les jours sont importants. Donc, ça fait effectivement 6 mois maintenant, pardon. Et nous pouvons penser que, encore une fois, nous sommes un peu dans la bonne voie. En même temps, on va aussi se prendre quelques coups, comme par exemple lorsqu'on essaye d'expliquer la loi sur la violence faite aux femmes, les gens ne vont pas toujours facilement adhérer, il faut le temps que ça se fasse. Donc ça passe par quelques difficultés qu'il faut accepter d'affronter pour arriver à atteindre les objectifs. Donc, surtout lorsque nous savons que nous sommes une institution qui sommes présentes dans tous les départements et donc qui devons travailler directement avec les populations. Donc ça fait beaucoup on va dire beaucoup de singularités qu'il faudra affronter, mais dialoguer, discuter avec et construire avec. Et donc du coup, c'est un peu quelque chose sur lequel on s'entraîne. Et je pense qu'on va réussir, Et c'est même en regardant le succès de cette action-là que nous sommes encore plus encouragés. Parce que mieux les populations contribuent à cette démocratie participative-là, et mieux on est d'accord sur comment la société évolue. Parce que c'est notre société, c'est nous-mêmes qui l'avons construite. Donc voyez-vous, alors donc on n'est pas déçus parce qu'on pense qu'on est en train d'avancer relativement correctement, mais nous avons des indicateurs. Et c'est là le clou de votre question qui m'intéresse beaucoup. Comment savons-nous que ce que nous faisons convient, comment savons-nous que nous allons dans le bon chemin? Alors il y a quelques indicateurs, 4 ou 5, je peux citer rapidement. Puisque nous avons des conseils économiques et sociaux dans chaque département, ici dans le Zour, nous avons un conseil économique et social avec un coordonnateur qui siège au national. C'est de la même manière que dans tous les 11 départements, on a des conseils économiques et sociaux. Ces instances-là sont saisies par les différentes préoccupations que nous sommes en train d'évoquer là. Okay. Et nous avons de plus en plus des remontées de sollicitations qui démontrent que la population nous sollicite. Alors, pour moi, c'est un indicateur qui est simple, c'est quantifiable, c'est des chiffres. Donc, le nombre de sollicitations qu'on peut avoir de plus en plus, et on peut rajouter quelle est notre capacité à pouvoir aider à dénouer. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui exécutons les choses, mais par exemple, vous parliez de l'INF, on va pousser des demandes auprès de l'INF, on va pousser des demandes auprès du commissariat, auprès du maire, auprès des directions départementales déconcentrées. Voilà donc un premier indicateur. Alors, voyez-vous, on a un deuxième indicateur qui est également important, c'est celui des dossiers dont nous nous autosaisissons ou sur lesquels le chef de l'État peut nous solliciter. Aujourd'hui, nous avons des dossiers sur lesquels nous nous sommes autosaisis. La pertinence des dossiers, la capacité à raccorder nos réflexions avec les actions de terrain, avec nos tournées, etc., nous renforce dans notre espoir que ça puisse être, on va dire, prise en compte. Donc ça, c'est plutôt un indicateur interne. Nous avons un troisième indicateur, pour moi, qui est important. Vous savez, nos collaborateurs, il ne faut pas les oublier. Les salariés de l'institution, au quotidien, ils sont sollicités, bien sollicités, je le sais. Parfois un peu trop. Bon, ça n'est jamais trop quand c'est la République. Donc on les sollicite, on les bouscule, mais on remarque quand même une certaine productivité plus importante. Ça veut dire qu'ils acceptent l'enjeu et donc du coup ils contribuent à cela. Pour moi, c'est un indicateur important. Si tout le monde traînait et ne venait plus au boulot, là, j'allais me dire que j'ai loupé quelque chose. Mais là, les gens viennent, les gens contribuent et ils ne comptent pas leurs heures et ils sont à la tâche. C'est un indicateur important. Un quatrième indicateur, c'est
Tout simplement que, malheureusement, je ne peux plus circuler dans la rue sans rencontrer quelqu'un qui me dise « Ah, vous étiez à tel endroit, j'ai vu, c'est bien ce que vous avez fait, etc. » D'ailleurs, j'étais allé faire ma course dans un supermarché il n'y a pas très longtemps. Et dès mon entrée dans le supermarché, quelqu'un m'interpelle, qui me dit « Ah, c'est M. Baguidi, c'est très bien ce que vous faites. » Donc je dis merci, je continue. 2 minutes après, j'en rencontre un autre. Et au troisième, je dis « Écoutez, vous savez quoi ? Vous allez le dire dans une vidéo, je vais envoyer à ma cellule de communication. » Et donc le monsieur l'a fait et il l'a envoyé également. Donc il y a cet indicateur-là qui fait que pour l'instant, je ne me fais pas lyncher. Quand je passe, quand je circule, personne ne m'importune et que les gens sont plutôt accueillants et donc nous réservent une bonne appréciation. Le dernier indicateur, le 5e, il est majeur. C'est quand nous allons, et je le dis sans crainte, quand nous allons déposer nos dossiers, nous allons présenter nos dossiers au chef de l'État, moi j'attends qu'il applaudisse. Et là, je saurai que l'enjeu, il est atteint, tout est bouclé, on peut être content et continuer notre travail avec satisfaction. Donc ce dernier indicateur, il est le plus important parce que c'est évident que la décision lui appartient. Et donc, du coup, nous allons faire en sorte de lui permettre de prendre la bonne décision et pas le travail bien fait. Pour l'instant, c'est en perspective. Voilà, c'est en perspective. D'accord. Donc, j'espère avoir répondu à madame sur ces questions. Voilà. Un autre intervenant qui a sans doute une préoccupation. Oui, allez-y, monsieur. Présentez-vous et posez votre question. Ici, c'est Amaya Patrice. Je vous remercie, monsieur le président, pour le déplacement. Je salue le plateau aussi. Excusez-moi, j'ai noté ma question pour ne pas l'oublier. Allez-y. Ma question est celle-ci. Quel pouvoir le CES a-t-il auprès de l'Assemblée nationale pour le vote de loi favorable au peuple et auprès du gouvernement en matière d'orientation des politiques publiques? Très importante cette question. Et ça mériterait d'être bien noté et articulé. Merci. Absolument. Merci, monsieur le président. Écoutez, nous créons du lien, on travaille en symbiose. Ça n'a pas été, ça ne vous a pas échappé. Le rendez-vous du 30 mai dernier où on a eu cette grande assemblée, ce grand séminaire avec le gouvernement, le Conseil économique et social et l'Assemblée nationale pour voir comment justement collaborer. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir du pouvoir sur l'un ou du pouvoir sur l'autre. On n'est pas dans ce jeu-là. On est dans le fait de pouvoir travailler main dans la main. Je travaille très souvent avec le président de l'Assemblée nationale et je travaille souvent avec les membres du gouvernement également, à chaque fois que c'est nécessaire. Donc, la capacité à avoir de l'intelligence collective est la meilleure garantie de pouvoir faire évoluer les lois dans notre société. Il faut répartir les responsabilités. Le Conseil économique et social peut recommander des choses et faire même une proposition donc, de loi, mais il revient au chef de l'État de l'introduire lorsqu'il la trouve pertinente auprès de l'Assemblée nationale qui donc aura le devoir de l'étudier pour arriver au vote, ce qui est donc de sa responsabilité. Donc chacun vraiment a son rôle. Mais tout comme les projets de loi viennent directement du gouvernement pour descendre à l'Assemblée nationale, et nous, notre rôle n'est pas en amont, mais à ce moment-là, en aval, pour pouvoir l'expliquer auprès des populations. Donc voilà un peu la meilleure garantie, c'est l'intelligence collective, c'est la capacité à pouvoir travailler ensemble en bonne intelligence entre les différentes institutions que nous avons dans notre République. Il y a un dernier intervenant aux IAS justement sur la liste. Oui, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Bégan Lazare. Je suis consultant, formateur en genre et développement local. Je suis très content de tout ce que j'ai eu à entendre d'après l'explication du président. Et les 6 mois d'exercice de cette mandature, je crois que ça promet. Et nous allons encore espérer davantage. Ma question est celle-ci. Quel travail concret ou comment le CS s'organise-t-il dans les villages, les communes, pour changer le sort des citoyens à la base? Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Une question qui interroge toujours votre efficacité pour percuter réellement les conditions des citoyens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons j'ai envie d'aborder la question de quelques facettes, avec quelques facettes différentes. La première est que
avant le 26 février, le CES était à Cotonou. Oui. À partir du 26 février, le CES est descendu dans les départements, avec une organisation qui continue de se structurer. Okay. À partir du 30 mai, le CES est appelé à descendre maintenant dans tous les hameaux, les arrondissements, les communes, etc. Avec toute une organisation qui est progressive. Il faut, on va dire, expérimenter des choses, valider des choses. Vous voyez, par exemple, les conseils départementaux descendent dans les communes pour aller pour mettre en place des débats citoyens, etc., pour nous remonter des informations. Lorsque, par exemple, nous nous autosaisissons d'un dossier, nous allons chercher les spécificités qui existent dans les départements, donc dans les communes, pour nous assurer que la solution, ou du moins les hypothèses de solution que nous sommes en train d'entrevoir, correspondent à des réalités. Donc, on a nos conseils départementaux qui font ce travail-là au niveau des territoires. Notre espoir, c'est qu'ils aillent plus loin pour que les arrondissements également puissent être abordés. Mais l'autre manière d'aborder la question est de dire, lorsque nous expliquons par exemple les lois, nous nous assurons d'une bonne représentativité à la fois géographique, mais également sociologique donc, des populations, pour que, au sorti de nos rencontres, chaque participant devienne un prescripteur dans sa localité. Lorsqu'on a expliqué la violence faite sur le genre, les gens sont venus d'un peu partout, dans les départements des collines et maintenant dans le Zou, et repartent avec cette information-là, tout en sachant que, comme on a dit, l'INF ou les autres directions déconcentrées sont là pour accompagner. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de faire le travail d'investir progressivement les différentes localités et il faut nous donner le temps pour que tout ça soit bien huilé. Et je pense que dans les perspectives, je pourrais vous partager quelques projets. Merci à vous, Président. C'était notre dernier intervenant. Nous allons justement continuer avec cette émission et aborder la modernisation de votre institution. On vous voit beaucoup à l'extérieur, mais à l'intérieur, comment vous travaillez pour moderniser l'institution ? Parce qu'on a eu écho que vous faites bouger, d'ailleurs vous l'avez confessé, vous faites bouger énormément vos équipes, vous êtes un boulimique. Ils aiment ça, les équipes comme vous êtes aussi addict à l'innovation. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du CES? Il paraît que ça bouge. De quoi s'agit-il? À l'intérieur du CES, il y a des hommes et des femmes qui sont engagés et qui peut-être pendant les premières semaines se sont posés des questions, à savoir... ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Et je pense qu'assez vite, du moins c'est ce qu'on me dit, mais vous savez, le chef, il n'a jamais totalement toutes les informations. Il ne les a que partiellement. Donc c'est à lui de mettre en place les leviers nécessaires pour jauger le terrain et voir si ça fonctionne. Donc moi, mon levier, c'est de voir comment les gens s'investissent dans leur travail, comment ils vous sollicitent pour mieux faire leur travail, etc. Donc là-dessus, je pense que nous sommes vraiment dans une très bonne voie, sur une très bonne voie. Après, il faut aussi permettre aux gens de mieux travailler. Permettre aux gens de mieux travailler, c'est, quand on regarde, on n'est pas toujours obligé de faire 8 heures, 9 heures de travail pour bien faire. Peut-être parfois, en 5 ou 6 heures, on peut faire ce qui est fait en 7, 8, 9 heures. Donc ça, il faut regarder comment faciliter le travail des collaborateurs pour qu'ils puissent délivrer mieux, pour qu'ils puissent apporter davantage leur intelligence à l'institution. Et donc pour cela, nous avons 3 axes, dont un qui a commencé à être mis en place depuis quelques semaines maintenant. Nous sommes quasiment à la fin. J'avais annoncé le projet donc, de digitalisation qui commençait par la gestion électronique des courriers, parce que je vous avoue, quand je viens au bureau, que je vois une pile de courriers comme ça ne me plaît pas. Parce que je dis c'est autant de temps que je passe à ne pas réfléchir à des sujets très importants. Donc il faut aller vite. C'est chronophage. C'est très chronophage. Il faut affecter des courriers, etc. Donc tout ça, dans les jours qui viennent, on va donc lancer, parce que c'est presque fait, on a mis en place. Les collaborateurs sont en train d'être formés. Donc désormais, tous les courriers sont validés donc, directement par mode digital. Donc je n'ai plus besoin de regarder, de voir une pile de classeurs comme ça. Ça, c'est très important. Et non seulement ça me facilite moi le travail, mais ça le facilite également pour l'ensemble des collaborateurs qui sont sur la chaîne de traitement des courriers. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est presque terminé. Nous devons le lancer peut-être la semaine prochaine et ça devrait être opérationnel. Le deuxième élément, toujours dans cette phase de digitalisation, c'est le fait que nous puissions aussi nous assurer que un courrier qui rentre ne soit pas perdu. Okay. Et donc, les archives, parce que vous avez vu
Il y avait eu également un post sur les réseaux sociaux, sur les archives, où j'en parlais. Les archives, déjà, on a rangé, tout est propre, tout est structuré, mais il faut pouvoir les retrouver lorsqu'on en a besoin. Donc ça, le projet de digitalisation va nous permettre d'archiver et de pouvoir référencer l'ensemble des documents pour les retrouver plus facilement. Donc ça, c'est un projet également qui va être lancé. L'autre chose, c'est aujourd'hui, moi ça me fait plaisir d'aller voir les populations. C'est plaisant pour mes collègues des départements d'aller voir les populations, de discuter, etc. Mais il ne me semble pas forcément évident que ce soit seulement lorsqu'on est avec les populations qu'elles ont des choses à nous dire. Donc là, nous sommes en train de réfléchir à une plateformisation, c'est-à-dire à la mise en place d'une plateforme digitale qui va permettre aux populations de pouvoir réagir, de nous solliciter, d'envoyer des informations pour nous alimenter au quotidien. Nous sommes en train de voir cela. Une fois que ça sera... même les Béninois de la diaspora aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Et vous faites bien de le dire, je ferai la parenthèse aussi dessus. Donc, théoriquement, nous devrons, dans les semaines qui viennent, arriver à cadrer ce sujet-là pour lancer un projet qui nous permettrait d'être informés à temps, d'être sollicités, et permettre encore une fois la gouvernance participative, non pas la gouvernance participative, mais la participation citoyenne pour une meilleure prise en compte des préoccupations des personnes. La parenthèse sur la diaspora. Moi, j'ai beaucoup de sollicitations des gens de la diaspora, de nos frères et de nos sœurs de la diaspora qui disent, mais écoutez, si vous avez bien pensé la chose et que le CES est dans tous les départements, et nous donc, au niveau de la diaspora, ne sommes non pas des Béninois, pourquoi il n'y a pas quelque chose pour nous? Et donc, j'ai déjà été sollicité par la diaspora béninoise en Côte d'Ivoire. Ça a été fait, c'était au mois d'août, donc là, au début de ce mois-ci. Dans quelques jours, je serai avec la diaspora béninoise en Belgique et puis la diaspora béninoise en France, où elle aussi aura la possibilité de nous dire ses préoccupations, ses attentes. Et on n'est pas là pour régler les problèmes directement en dehors de l'exécutif. C'est le ministère des Affaires étrangères qui va peut-être recevoir quelques éléments de préoccupation. C'est le ministère de tel autre secteur, etc., à qui nous allons reverser donc, ces différentes préoccupations-là et nous en ferons le suivi. Donc ça, c'est vraiment les éléments de structuration qui sont en perspective au sein de l'institution. J'allais finir par le fait que je tiens beaucoup, je reviens sur les collaborateurs internes, je tiens beaucoup à la formation. Et donc du coup, moi, au bout de 6 mois, j'ai déjà vu à peu près comment on peut aider mieux les collaborateurs à être encore plus efficaces à leur poste et dans leur service ou leur direction. Donc, un plan de formation va être mis en place, structuré, pour que les collaborateurs puissent, de manière un peu spécifique, être accompagnés sur comment mieux délivrer les tâches qu'on leur confie. Et je pense que ce serait une bonne chose pour rendre plus performante l'institution. Osias, nous avons encore quelques minutes. Mais une dernière question en termes de perspective, Monsieur le Président. Quels sont les défis majeurs que vous anticipez pour les 6 prochains mois au niveau du CES? Écoutez, les défis majeurs, on peut citer quelques-uns. Je parlais de CES VIP, visible, impactant et performant. La visibilité, une fois qu'elle est acquise, c'est fait. Mais les 2 autres lettres, impactant et performant, ça a besoin donc d'une certaine pérennité. Donc j'ai envie de m'assurer que toutes les personnes qui sont autour de l'institution à se poser la question, à s'interroger, à la solliciter, que ces personnes-là puissent faire des petits, qu'il y ait encore plus de monde, parce que nous détenons une clé importante pour construire la nation. Donc j'ai envie que chacun de nous puisse se sentir concerné, puisse alimenter le Conseil économique et social, puisse solliciter le Conseil économique et social. Donc les actions de terrain doivent être encore plus puissantes pour que les populations puissent être vraiment heureuses de leur nation. La deuxième chose qui pour moi est plus importante, c'est toute la cohérence à avoir au niveau des institutions. Les institutions de l'État ne sont pas suffisamment connues, à la fois dans leurs fonctions, dans leur rôle, et il nous revient au Conseil économique et social de permettre cette visibilité-là, d'informer les populations et de leur donner leurs droits. Ils ont des droits qu'ils ignorent.
nous allons leur donner pour accompagner à la cohésion nationale. Et enfin, j'ai envie que, comme j'ai pu le voir lorsque je suis descendu parler à 500 jeunes dans l'arrondissement de Ouessé à Savalou, il y a des jeunes qui m'ont demandé, mais Monsieur le Président, comment on fait pour devenir président du CES? Alors, je veux que ça crée des vocations, des gens qui ont envie de participer à la construction de la société, à la construction de la nation. Et puis, la plus belle question qui m'a été posée jusque-là, c'est, Monsieur le Président, comment nous, jeunes, on fait pour vous aider à réussir votre mission? Tant qu'on a des gens, des jeunes qui nous disent cela, je pense que nous ne sommes pas loin de la réussite. En tout cas, on est dans la bonne voie parce que nous sommes en train de créer des vocations de gens qui ont envie d'être des vrais patriotes, capables de contribuer à la construction de leur pays. Voilà donc ce que je vois comme étant une bonne perspective à partager. Osias, on va laisser le président adresser un dernier message à l'endroit des populations. Le dernier message, c'est que nous sommes à notre deuxième rendez-vous de réédition. Nous en aurons un troisième. Et puis après cela, on va maintenant finir notre mandat de transition. Donc j'ai envie de solliciter l'indulgence de tous pour tout ce que nous allons faire qui pourrait les interloquer, les interpeller, qu'ils essayent de regarder nos angles. Nos approches sont toujours un peu peut-être, je vais dire, un peu trop novatrices pour certains. Il y a des messages et nous souhaitons que les gens viennent au débat et que ces débats soient faits sans invective. Mais que chacun s'exprime. Donc merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà et à tous ceux qui veulent rejoindre ce groupe d'accompagnement pour que les actions du Conseil économique et social soient encore plus fortes sur le terrain pour le bien-être de nos populations. C'est tout ce que j'ai envie de partager. Eric, c'est la fin de cette émission. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. C'était le Conseil économique et social à l'écoute par le biais de son président très proactif sur le terrain, les territoires locaux. Justement, on lui a donné rendez-vous à Boycon où il a marqué une halte avant de s'élancer vers l'intérieur du pays pour poursuivre sa campagne d'explication des lois de la République pour que les citoyens se les approprient. Merci de nous avoir suivis et que le débat se poursuive. Et si ici, vous avez le sentiment qu'il a bien commencé, le challenge que le chef de l'État a mis au pied de son travail pour faire du CES une institution percutante, plus proche des citoyens que d'ordinaire. Si vous avez ce sentiment sur ce plateau, je vous laisse vous applaudir pour votre participation, mais également pour le féliciter. Merci. Merci à vous. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci de nous avoir suivis. Merci Eric. Merci à toute l'équipe. Merci H. Qui a mis ce cadre à notre disposition. Absolument. Merci.